Chapitre 12. Saint-Trope. À 7 heures du matin, Agnès faisait la grasse matinée, contrairement à son habitude, lorsque Lix la réveilla d'un buzz de son vibreur de contact avec elle. Roulant sur elle-même, s'aidant de ses seuls bras musclés, elle se préparait à la hâte. Elle aimait l'action. Elle adorait travailler avec Lix, et n'avait donc aucune raison de se plaindre d'avoir été réveillée brusquement. Ses yeux d'ange brillaient déjà d'excitation en arrivant à son poste, dans l'équilibre précaire de son fauteuil en mouvement. Lix était visiblement debout depuis longtemps, et particulièrement remonté. « Quoi de neuf ?» dit-elle en guise de bonjour. « Macpherson nous a envoyé un espion. »« Quoi ?» ?»« Écoute. » Lix pianota sur son propre combiné et atteignit aisément la messagerie téléphonique de Saïd. C'était précisément cette aisance avec laquelle il perçait les mystères des codes dans la communication qui avait provoqué son sourire amusé lorsqu'il avait assisté aux singeries auxquelles Saïd s'était livré pour récupérer son téléphone. Message numéro 8. « Monsieur Haït Kassi, votre nom m'a été donné par l'ami commun pour lequel vous avez travaillé le mois dernier en Afrique. Son nom ne sera jamais mentionné. J'ai crédité votre compte bancaire de la somme de 20 000 francs. Je désire que d'ici demain matin, un système d'écoute soit mis en place près de la porte d'entrée de la Bastide Montgrain à Saint-Tropez. Réglez-le sur 3605. L'émission doit pouvoir être captée dans un rayon de 4 km. Je n'ai pas le temps de vous rappeler. Je vous avertis, monsieur Haït Kassi. Ne me décevez pas. Qu'en penses-tu ? Il est fou ce type. En tout cas, cela signifie qu'il y a quelqu'un de susceptible de capter les signaux qui aurait dû être émis dans un rayon de 4 km, fut la première constatation d'Agnès. Va savoir où il est, avec le va-et-vient qu'il y a sur cette presqu'île, sans compter les bateaux. Lix parcourait mentalement cette large étendue de terre, bien incapable de fixer son attention sur un quelconque point dangereux. Non pas parce qu'il n'en existait pas, mais plutôt parce qu'il n'existait aucun moyen de le différencier. Même électroniquement, un récepteur ne laissait pas de traces. Le bon côté de la chose, c'est que nous disposons maintenant d'un lien privilégié pour intoxiquer Macpherson. Installons cet appareil dans un emplacement stérile. Nous émettrons ce que bon nous semblera, quand nous le voudrons, dit la géniale jeune fille. Très judicieux. J'appelle notre ami Haït Kassi, le détective, pour qu'il confirme avoir posé le mouchard. Cela ne pourra que conforter sa position vis-à-vis de son client. Après tout, il a été payé d'avance pour le faire, dit Lix, en ajoutant « Une autre bonne idée ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Il me semble que le piège est un peu grossier. Premièrement, il n'a pas voulu utiliser ses canaux habituels. Agnès connaissait l'existence de liens multiples entre le chairman et des équipes dirigées directement d'Amérique pour ce genre d'opération. Il avait voulu que cette histoire reste franco-française. Il devait y avoir une bonne raison. En y réfléchissant, il a agi comme s'il ne voulait courir aucun risque que Groupe 7 puisse être informé. Il pense avoir quelque chose à se reprocher. Peut-être pas lui, mais est-ce qu'il ne serait pas en train de couvrir son fils ? Ou de le surveiller, ajouta Francis. J'y suis. Il cherche à identifier un visiteur facile à reconnaître pour lui. Il doit vouloir savoir si quelqu'un de Groupe 7 ou son fils, je ne sais pas bien, pourrait être en contact avec nous. Il se demande s'il est court-circuité. Il est vrai que pour me sortir d'une conversation où il commençait à m'énerver, je l'ai titillé au sujet de son fils. Il l'a très mal pris. Cet homme est devenu trop chatouilleux. Il m'inquiète. Tu sais que l'affaire de l'enlèvement de Cochran pourrait bien provenir de lui. Il y a quand même eu 3 morts, plus Cochran dans le coma. Tu as raison. Il m'a sèchement interdit de m'en occuper. Cela ne fait pas de doute pour moi. Il est dans le coup. C'était pourtant moi qui avais levé ce lièvre. Il était question de le convaincre d'agir en notre faveur, non pas de le forcer. S'il se met à employer des méthodes aussi directes, il va falloir se méfier. La petite graine d'infidélité à l'égard de Macpherson était en train de fleurir carrément dans l'esprit de Lix Fontana, fertilisé par l'exaspérante action d'espionnage qu'il venait de découvrir. Après réflexion, Agnès rétorqua. Pour le contenir, le cas échéant, il faudrait en quelque sorte pouvoir en référer à l'échelon supérieur. Difficile, dans son cas, c'est lui le chairman. Tout de même, dit Agnès, ils doivent bien fonctionner comme une société traditionnelle ou un parti politique. Il y a bien une instance dirigeante puisqu'il y a des réunions. C'est peut-être ce à quoi le nom de Groupe 7 fait référence. Rien à voir avec les 7 pays les plus industrialisés. Cependant, il est clair d'après les actions que tu as entreprises pour eux au cours des années passées que ce n'est pas une organisation de type politique ni macroéconomique. Ce sont des financiers qui se sont secrètement accoquinés pour mettre le monde en coupe réglée. Ils font fortune en bafouant les lois de la libre concurrence. Entente, délit d'initiés, chantage, menaces et maintenant voies de fait ont été et sont toujours leur arme préférée. Et tu leur prêtes main forte. Le monde des affaires est pourri de toute façon. Je leur ai surtout fourni des informations et des gens prêts à tout pour sauver leurs fesses. Ce sont des méthodes de business modernes. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais Tchernobyl... Bon, d'accord, c'était une erreur de jeunesse. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai réellement fait dans l'affaire Tchernobyl. Détrompe-toi une bonne fois. La centrale de Tchernobyl manquait de moyens bien avant que je n'intervienne. Mon action n'aurait pu causer que des retards et des incidents mineurs.
C'est l'état du matériel, les budgets et le moral du personnel qui ont mené la centrale à la catastrophe. Tu veux dire que l'usine était déjà en si mauvaise posture que ça? Mais oui, mon action à moi a été de convaincre Macpherson et à travers lui Groupe 7 que c'était moi qui étais à l'origine de tout. C'est ça mon côté génial. J'ai profité de l'accident pour asseoir ma réputation au sein de Groupe 7. Je sais, ce n'est pas très reluisant, mais j'avais besoin de briller en ce temps-là. Et puis, quel rôle joues-tu là? Ma conscience? C'est bon. Revenons à ce qui nous intéresse, dit Agnès, qui ne voulait surtout pas fâcher son dieu, l'X. Partons du principe que Groupe 7 est un consortium de 7 partenaires occultes. Il suffit d'en trouver les noms et de faire valoir auprès d'eux notre point de vue à l'encontre de Macpherson. Après tout, tu as toujours fidèlement travaillé dans l'intérêt de Groupe 7. Tu as droit à leur considération. Il n'y a aucune raison que l'on t'espionne. Ils doivent te protéger contre ce despote. Tu en as de bonnes, toi. Et tu crois qu'ils nous laisseraient faire, s'inquiéta Lix. En tout cas, ce serait une bonne assurance pour nous de disposer de ces noms juste au cas où. Que penserais-tu d'aller plus loin? Comment ferais-tu? Est-ce que tu as une idée sur le sujet? J'y avais pensé, mais comme tu n'en avais pas besoin et que tu semblais vouloir entretenir leur anonymat, je ne suis pas allé plus loin. Sommes-nous bien d'accord que nous recherchons 7 noms de financiers influents dans le pétrole? C'est une bonne hypothèse de travail, en effet. Il va me falloir du temps. Combien de temps? 24 heures, sans arrêt, une bonne partie de mes machines. Cela me paraît raisonnable. Comment t'y prendras-tu? Tu t'en doutes un peu. Je vais recouper toutes les listes d'administrateurs officiels des sociétés de Macpherson, les listes d'actionnaires, les membres de la famille Macpherson et de chaque famille ainsi découverte. Je vais faire le même travail avec toutes les sociétés pétrolières et associées du monde, en éliminant dans un premier temps celles dont nous savons par ailleurs que ce sont des cibles et non des alliés. J'y rajouterai le who's who de la profession et j'emploierai toute la matière des fichiers de ta société Fontana B2B. J'affinerai au fur et à mesure. Je pense qu'au bout de 24 heures, nous disposerons d'une liste de gens ayant 95% de chances d'en faire partie. Disons qu'ils correspondront tellement bien au profil que l'on pourra leur proposer une carte de membre s'ils n'en font pas déjà partie. Nous choisirons de préférence les plus riches. Il y a toute chance que ce soit eux. Cela me paraît correct. Mais je ne suis pas sûr qu'on en voie le bout. Essaye toujours. Mets tes moulins en marche. De toute façon, les autres opérations sont mises en veilleuse. Je me vois mal participant au bien-être et à la croissance de Macpherson en l'aidant à conserver sa place d'empereur du pétrole pendant qu'il organise je ne sais quelle traîtrise dans mon dos. Oui, chef. Quoi d'autre? Agnès était aux anges. Tailler des croupières à ce vieux sagouin n'était pas pour lui déplaire. Envoie le feu rouge pour toutes les opérations de surveillance aux États-Unis, en commençant par Houston. Je ne veux pas risquer une interférence avec tous ces flics qui tournent autour de l'histoire de Cochran. Congé pour toutes nos cibles. Stop aussi les affaires en France. Avertis Trindini d'abandonner le brevet du moteur à eau. Il ne nous intéresse plus. Il prit son téléphone stérile pour prévenir Sergio de laisser tomber l'entreprise d'intimidation et d'envoyer sa facture. Celui-ci se plaignit de ce que ses sbires avaient subi des sévices importants et estimait ne pas en être quitte avec cet ingénieur de malheur. N'en fais pas une guerre personnelle, Sergio. Ce ne sont que les affaires. Ajoute une prime pour eux dans la facture. Décrochez, maintenant. Merci, Sergio. À une prochaine fois, dit Lix, Tino. Cette dernière phrase était faite pour rassurer Sergio, qui n'insista pas. Il devait se dire qu'il perdait cette affaire, mais conserverait le client. Essayant d'anticiper les manœuvres de Macpherson, Lix ordonna à Agnès. Verrouille bien nos connexions. Je ne veux aucune entrée non voulue sur notre système. Surveille surtout du côté de Fontana B2B. Tu sais qu'il pourrait y avoir une possibilité par là. Au fait, il y a eu une tentative l'autre jour qui semblait venir de Suisse par la compagnie de téléphone. Facile à bloquer, sans insistance, la connexion a été coupée tout de suite. Peut-être un de ces hackers en mal de divertissement. Tout de même, de Suisse, se demandait Lix perplexe. Dès qu'un soupçon naissait, les autres ne tardaient pas à arriver dans le désordre le plus complet, suivi de réactions à tendance fortement paranoïaque. Lix essaya de garder la tête froide, tout en ne s'étonnant pas d'aller de découverte en découverte. Avant d'avoir écouté le message téléphonique par Aed Cassie, il n'avait pas imaginé avoir à soupçonner Macpherson. En faisant plus attention dorénavant, il allait rentabiliser les gifles qu'il lui avait fait copieusement administrer. Tout en parlant, Agnès programmait ses machines qui se mettaient une à une à leur travail de longue haleine. Sélectionner et obtenir les listes n'était déjà pas une mince affaire. Organiser les recoupements tenait du prodige. Alors que d'autres auraient jugé qu'un mois était un laps de temps minimum pour trouver une information approchante, elle estimait que 24 heures correspondaient à une durée énorme. Quoi qu'il en soit, pensait-elle, Lix avait raison de vouloir stopper toutes les opérations sujettes à caution. Qui sait si Macpherson n'allait pas les vendre? Il allait falloir aussi qu'elle pénètre les sites des actionnaires. Cela ne devait pas poser de problème s'il ne se méfiait pas. Pomper la ligne téléphonique de la résidence privée de Macpherson ne présentait pas non plus de difficulté en soi, sauf un risque d'identification auquel Agnès savait pallier. Bien sûr, cela pouvait provoquer une plus grande méfiance de leur part. Elle le ferait en dernier, surtout que, dans la propriété mitoyenne, elle avait repéré un abonnement de plusieurs lignes dont l'usage paraissait irrégulier, à un autre nom. Évidemment, il pouvait s'agir d'une résidence secondaire.
c'était à voir avec circonspection. En vérifiant au cadastre, elle ne fut pas étonnée d'apprendre que la société immobilière de Macpherson en était propriétaire. « Monsieur Lix, c'est Saïd. Je vous rappelle tout de suite. » Lix s'empara de son téléphone stérile pour composer le numéro du détective. « Oui, monsieur Aïd Kassi ?» Le timbre était différent, mais Saïd avait bien compris qu'il avait affaire à la même personne. Il rendit compte. « Quelqu'un vient de m'appeler de la part de la voix américaine pour savoir si j'avais rempli ma mission. Je ne savais pas quoi dire, j'ai dit oui. Il ne m'a rien demandé d'autre. Apparemment, mon contrat s'arrête là. Que dois-je faire, monsieur Lix ?» « Nous y avons pensé. Le matériel sera sur la position émission dans les 5 minutes. Ils seront satisfaits de vous, aucune inquiétude à avoir. »« Oh, merci, monsieur Lix. » Ce dernier raccrocha sans répondre et partit mettre en place le fameux système d'écoute, là où l'on ne pourrait entendre que ce qu'il désirait émettre. Saïd exultait. Il avait mordu à fond à l'hameçon. Lix avait convoqué Gunther et Hans pour les sensibiliser sur le changement de l'ordre d'urgence et la nécessité de sceller la propriété. Plus personne n'entre, sauf en sonnant à la porte et en s'identifiant proprement. Les intrus, les petits malins qui cherchent à nous espionner devront être neutralisés, ordonna Lix. Où faut-il les mettre après, monsieur ? À la mer avec boulet au pied ? Demanda Hans, plus particulièrement chargé de la sécurité de la propriété. Hors de question. Cela ne doit donner lieu à aucune brutalité inutile, ordonna-t-il, sachant bien qu'ils étaient capables d'exécuter sans état d'âme n'importe quel ordre qu'il leur donnerait. Je ne veux surtout pas qu'il y ait de quiproquo. Nous ne sommes pas en Afrique, mais à Saint-Tropez. Neutraliser un intrus ici ne signifie pas le balancer d'un hélicoptère au-dessus de la jungle, mais simplement le stopper, déposer plainte, le remettre à la police. En un seul morceau, il leur indiqua l'emplacement du mouchard et les adjura de ne rien prononcer de compromettant aux alentours. « Faites le plein des voitures, » ordonna Lix. « S'il s'avère que la Bastide continue à être surveillée, nous déménagerons, demain. Je dois aller chercher le Tiger à Sainte-Maxime avec Hans, dit Gunther. J'espère entretien terminé. Vas-y tout seul, prends le 4x4, laisse-le au port, nous le reprendrons plus tard. Que Hans reste ici pour garder. En passant, va chercher les 2 Doberman. » Une relation de Lix louait de magnifiques bêtes dressées au sifflet à ultrasons pour couvrir plus facilement les grandes propriétés, dans des cas ponctuels comme celui-ci. Pour être sûr de ne rien laisser au hasard, il téléphona chez lui à Bois-le-Roi, afin de se rassurer sur le sort de sa femme et de ses enfants. Après de nombreuses années de célibat qu'il avait vécu comme une sorte de deuil, sa vie professionnelle trépidante et les nombreuses relations qu'il entretenait à Paris l'avaient amené à fréquenter la très médiatique avocate Jeanne Beaumont. Conquis par son intelligence, sa grande vivacité d'esprit et son art consommé de la parole, sans oublier sa silhouette de reine, Fabrice avait finalement formé le projet de fonder un foyer avec elle. Il voulait des enfants. Il serait fier de les avoir avec elle. Il était sûr de pouvoir se reconnaître en eux. Ils semblaient avoir tant en commun. Leur relation était sereine, empreinte d'amour et de respect mutuel, dénuée de la passion qui conduit souvent les couples à la rupture. Ils se voyaient moins souvent depuis que leurs carrières respectives les avaient engloutis, entraînés dans un tourbillon de contacts et de voyages pour une parcelle supplémentaire de pouvoir. Ensemble, ils avaient eu 2 beaux garçons qui grandissaient à Bois-le-Roi, au sud de Melun, dans une grande maison au bord de la Seine, apparemment sans ressentir de manque issu des absences prolongées de leurs parents. Jeunes, ils avaient déjà un esprit élevé, une conscience d'avoir hérité de capacités intellectuelles hors du commun qu'ils avaient le devoir d'assumer, même si cette supériorité les isolait un tant soit peu de leurs amis à l'école. Pour y pallier, ils étaient, sur les conseils de leur mère, investis fortement dans le sport, où les échanges avec leurs camarades avaient plus de chances de se faire d'égal à égal. Pendant les instants de présence de leurs parents, leur relation était dense, profonde, empreinte d'un amour total. Le reste du temps, ils savaient se faire entendre lorsque le besoin s'en faisait ressentir. Le téléphone n'avait aucun secret pour eux. Il y avait déjà eu des circonstances où la prudence avait été de mise. Aujourd'hui encore, ils ne voulaient prendre aucun risque. « Allô, Jeanne, ça va ? Arnaud et Sébastien vont bien ? » « Bonjour amour, oui, tout va bien. Rien de spécial autour de la maison, de l'école ? » ?»« Non, rien. Encore une période plan B ? » ?»« Tu as tout de suite compris. Ce n'est peut-être rien. Toutefois, je préférerais que vous ne restiez pas à Bois-le-Roi. Bon, j'emmène les enfants où tu sais. L'école est pratiquement finie. Je m'y installe aussi. Cela ne fera pas plus loin pour le palais. Je ne pourrai plus y aller en bateau. Tant pis. Je présume que tu ne peux rien me dire de plus ? Non, Jeanne. Tu es adorable. Je ne pense pas que ça prenne longtemps. Je t'aime. Embrasse les enfants pour moi. Je t'aime aussi. Tiens-moi au courant. À bientôt. Une femme intelligente était une vraie bénédiction pour un homme comme Fabrice. Il n'aurait d'ailleurs pas supporté que sa vie familiale soit autrement. Il n'avait jamais mêlé sa femme à ses affaires occultes concernant Macpherson, ni son identité en tant que Francis Lix. Normalement, les 2 vies qu'il menait de front ne devraient pas se télescoper. Cependant, se disait-il, si le chairman en arrivait à l'espionner, il pourrait également être capable d'autres décisions hâtives,
Plus Lynx tirait les conséquences de l'acte de trahison imputable à Macpherson, plus sa propre défiance se renforçait et développait inexorablement ses branches rampantes et vigoureuses. De penser, sans le moindre embryon de preuve, qu'il puisse s'attaquer à sa famille remontait d'un cran la suspicion qu'il ressentait à son égard, et donnait à sa décision de percer l'identité de Groupe 7 un caractère d'urgence plus grand encore. Les premiers résultats commençaient à apparaître sur les écrans de contrôle. Plus elle affinait ses recherches, plus Agnès prenait conscience de la difficulté de sa tâche. Il lui paraissait certain qu'elle serait à même de dessiner la géographie de l'hydre tentaculaire que représentait le sigle secret Groupe 7. Elle pourrait, avec une marge d'erreur minime, définir les méandres des sociétés faisant partie du groupe et pointer du doigt les dirigeants officiels à la croisée de ces méandres. Mais siégeait-il vraiment à Groupe 7 ou se contentait-il d'obéir à quelqu'un au-dessus d'eux? Il lui faudrait plus que ce qu'elle avait mis en place pour répondre à cette question. À titre d'exemple, elle avait comparé la liste des sociétés sous l'autorité officielle de Macpherson avec celle des sociétés dont elle savait qu'ils étaient décisionnaires. Il y avait une différence trop importante. Elle s'en ouvrit à Lix. « Il me faut un recoupement supplémentaire pour atteindre le chiffre 7. Pour l'instant, j'ai réduit la liste des possibilités à 30. As-tu tenu compte des liens familiaux ?» demanda Lix. « Oui, mais leur notion de famille est très élastique. Quel est ton joker? Tu en as bien, je te connais. Il y a une réunion de prévue pour le 18, tu m'as dit. Où se tiennent ces réunions? D'après moi, pas très loin de chez Macpherson. Nous pourrions le faire suivre, puis identifier tous les présents à la réunion, proposa Agnès. Non, très dangereux et très long. Je veux tous les noms avant cette réunion. Tu m'as dit pas loin de chez lui? J'ai trouvé une série d'abonnements téléphoniques à quelques kilomètres de sa gentilhommière. Il a un chef de cabinet, dit Lix. C'est peut-être lui qui lance les convocations. Lui, je suis certain qu'il travaille près de chez Macpherson. Mais savoir par quels moyens il convoque ses membres est du domaine de la divination. Quand est-ce qu'il a décidé cette réunion, à ton avis? Demanda Agnès qui poursuivait une idée. Pour ça, je peux te répondre. Des informations qu'il a obtenues en Suède lui ont mis la puce à l'oreille. Ce que je lui ai donné nécessitait une exploitation immédiate. Il a quasiment pris la décision devant moi de convoquer son conseil. C'est comme ça que je connais la date du 18. Il ne s'est pas méfié quand il a consulté son agenda. Donc, il a prévu de convoquer ou de faire convoquer à son retour. Il est rentré hier. Les convocations partent aujourd'hui pour le 18. C'est obligatoirement fax, email ou téléphone. Personnellement, je ne crois pas trop au fax qui laisse des traces trop simples. Conserve tout de même les 3 options. Quel est leur dénominateur commun? Les lignes téléphoniques. On peut en faire quelque chose? Je te préviens, un système d'écoute, c'est long et le chairman doit être protégé ou au moins informé. Quand quelqu'un se branche sur sa ligne, ça doit bien faire bip quelque part, dit Agnès sceptique. Oui, en plus, il fait sûrement brouiller ses lignes, ce qui lui donne la tranquillité d'esprit. Et à cette heure, les convocations sont peut-être déjà parties. Nous allons perdre notre temps à écouter de douces conversations personnelles. Encore que je le vois mal ayant quoi que ce soit de doux dans ses rapports avec les autres. N'en sois pas si sûr. Cet homme travaille pour sa famille. Du moins le croit-il. Il se peut qu'il ait des relations exquises avec son entourage très direct. Il doit aimer avoir ses enfants et ses petits-enfants autour de lui dans sa propriété. Une si grande maison a certainement son utilité, sa raison d'être. Il doit bien être sentimental à sa façon. C'est possible. Avant, il te traitait un peu comme un membre de la famille, non? Ça a bien changé. Je pensais à quelque chose. Dis-moi si je me trompe. Les opérateurs de téléphone enregistrent tous les numéros appelés et reçus. C'est une obligation légale. Tu es bien capable de pénétrer une compagnie de téléphone quand même. Oui, Lix. Mais ce n'est pas honnête, dit Agnès en pouffant de rire. Pour épuiser toutes les solutions possibles, ils continuèrent sur le sujet pendant 10 minutes sans faire de découvertes intéressantes. En désespoir de cause, ils se résignèrent donc à pirater les opérateurs téléphoniques. Ces derniers avaient l'équipement nécessaire pour contrôler les écoutes illicites qui étaient leur bête noire. Mais il en était autrement quand il s'agissait de la facturation de leurs services. Protéger leur facturation consistait pour eux à empêcher que quiconque puisse réduire sa facture ou l'annuler. Pour le reste, ils ne voyaient pas la menace. Agnès eut le temps de tirer les listings de tous les appels sortant des lignes téléphoniques identifiées aux abords ou sur la propriété de Macpherson, jusqu'à ceux de cette annexe située au fin fond de ces bois. Le nombre de lignes disponibles laissait présumer un bâtiment conséquent. La consommation en était faible et sporadique. Agnès savait protéger son serveur pour ne pas être repérée. Il fallait faire vite, couper souvent les liaisons et passer par des points intermédiaires, entre autres. Elle était maîtresse dans l'art de passer inaperçue et, en cas de pépin, de ne pas se laisser identifier. Toutefois, plus elle creusait le filon, plus elle prenait de risques de se faire repérer. À vrai dire, elle était sûre de ne pas être prise en filature virtuelle. Elle était moins certaine d'arriver à camoufler totalement son passage dans les lignes ennemies. Au bout de la nuit, elle disposait d'une tonne de numéros de téléphone. Un travail exténuant de fourmi lui permit d'avoir les adresses puis les noms des protagonistes. Elle examinait ces informations sous tous les angles, sans que n'en jaillisse la lumière. Des noms, il y en avait de connus, de moins connus, de la famille, des amis, des gouvernants. Tout commençait à tourner autour de sa tête. Elle avait toujours trop de noms.
Les recoupements ne lui permettaient pas de prendre une décision, de donner une liste claire et confirmée de 7 noms avec une adresse ou un point de contact à côté. Diable, que faire de plus? Une fois encore, elle appuya sur son buzzer de contact avec Lix, qui apparut comme un diable sorti de sa boîte. Ne s'était-elle pas livrée à une incantation une minute plus tôt? La transformation avait-elle été si rapide? À la réflexion, elle n'y tenait pas. Elle ne souhaitait aucunement voir Francis en Méphistophélès. En dieu grec, oui, il me faut un recoupement supplémentaire. J'ai besoin de ton sens critique. Tu m'étonnes, répondit Lix en soupesant des yeux les nombreux listings avec lesquels jonglait Agnès. Tout à l'heure, tu as parlé de timing, de délai court pour convoquer les membres. Macpherson a dû consacrer la soirée de son arrivée à sa famille et à se reposer du voyage. Il n'était déjà pas frais en partant. L'ordre de convoquer, il a dû le donner le lendemain matin à son chef de cabinet. Recoupe les lignes entre elles. Que veux-tu dire? Considère que de sa gentilhommière, il a appelé son chef de cabinet dans les alentours immédiats. Recoupe. Elle avait pigé la manœuvre. La question qu'elle posa donc à ses machines fut: des lignes installées dans la maison principale, quels numéros faisant partie des environs immédiats ont été appelés le 12 au matin? Aucune concordance. Chou blanc, coassa Agnès, une minute plus tard. Ce n'est pas normal. Alors, essaye le 11 au soir. Elle effleura le clavier encore une fois sans conviction. Bingo! Une ligne de la maison principale a appelé un numéro de la résidence secondaire à 21h18. Est-ce que la chance serait de notre côté? Il s'agit plutôt d'un raisonnement sain de polytechnicien. La chance n'a rien à voir, répondit Lix, qui avait bien le droit de triompher à son tour. Nous connaissons maintenant le numéro utilisé par Macpherson dans la maison principale et celui servant à son chef de cabinet. La ligne réceptrice dans la résidence secondaire. Concentre-toi sur cette dernière. Abandonne les autres pour le moment. Comment il s'appelle celui-là? Johan Fitzpatrick. Voilà la liste complète des appels émis par Johan, avec les jours et les heures. 10 numéros. Tu vois là, le 12 juin à 11h32, il compose le numéro qu'il l'a appelé la veille au soir depuis la maison principale. Fitzpatrick appelle Macpherson. Pourquoi faire? Imagine qu'il lui rende compte d'avoir convoqué tout le monde. Dans ce cas, les numéros appelés qui nous intéressent sont immédiatement avant. Épluche-les. J'isole les numéros appelés dans la matinée jusqu'à 11h32 par la ligne du chef de cabinet. Étudie-les, en commençant par le dernier. Recoupe-les avec ta liste des 30 les plus probables. Appel au membre numéro 1, 11h32, Donovan Macpherson, chez lui. Numéro 2, 11h15, Walid Geysaibi, ambassade d'Arabie. Numéro 3, 10h56, Tom Patterson, dans sa société. Numéro 4, 10h39, William Finch, ligne directe société. Numéro 5, 10h30, Peter Solvay, à Toronto. Numéro 6, 10h19, Jacques Demestre, dans sa résidence à Miami. Numéro 7, 10h07, Kay Johnson, ligne directe payée par le gouvernement. Les 3 autres ne sont pas sur ma liste de VIP. Commence par regarder dans l'annuaire avant de te plaindre. Parfois, les idées les plus simples... Tu as raison, ils y sont, avoua Agnès. Un service de nettoyage, un traiteur, une boîte de surveillance. Il a organisé la réunion avant de convoquer les protagonistes. Beau travail, nous détenons la clé. Lorsque j'ai comparé le listing des appels téléphoniques à ma liste de 30 noms classés par rang de fortune, 2 seulement ne sont pas dans le peloton de tête, Walid et Kay. À mon avis, dit Francis, ce qui les a fait entrer dans ce groupe n'est pas leur fonction dans des sociétés privées. Ils ne dirigent pas, ils règnent. Voilà pourquoi. Que veux-tu dire? Qu'ils sont dans les gouvernements de leur pays ou pas loin, qu'ils font partie de leurs administrations. Si c'est le cas, il doit bien y avoir quelque chose à leur sujet sur Internet, dit-elle en pianotant à une vitesse vertigineuse. Voilà, je cite, Kay Johnson, 49 ans, sénateur, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et de l'équipe de conseillers du président. Son bureau est dans un petit immeuble en face de la Maison Blanche. Voir photo. Le sénateur a un ambitieux programme de politique étrangère qui commence par l'octroi de l'aide aux pays nécessiteux, non plus par le truchement des organes du gouvernement américain, mais par l'intermédiaire de groupes confessionnels et autres entités privées. Elle a affirmé qu'une telle réorientation permettrait d'exploiter le concept, cher au nouveau président des États-Unis, de conservatisme à visage humain. Je vois l'implication, remarqua Lix. Cela doit lui permettre de mieux contrôler les actions entreprises à l'aide de ces fonds. Les bureaucrates qui s'en occupaient auparavant, autant que je me souvienne, étaient quasiment impossibles à influencer. Cette position lui donne des moyens solides pour négocier avec les gouvernements étrangers. J'ai trouvé Walid Geysaibi dans l'organigramme de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Il est vice-consul, attaché commercial de son pays. Ses ancêtres sont liés à la famille royale. Dans mes précédentes recherches, j'avais noté qu'il possédait une fortune non négligeable, même s'il n'apparaissait pas parmi les 10 premiers. Rien que du beau linge, en somme. Tiens, Jacques Demestre. Il a été mis en examen en France dans une affaire internationale concernant un trafic d'influence sur le continent africain. Pas étonnant qu'on le retrouve en Amérique. Il en a profité pour écrire un bouquin sur le pétrole dans le monde. Agnès continua à explorer les sites d'information pour compléter ses fiches. Peter Solvay, c'est un ancien journaliste.
Il s'est fait une réputation dans ses débuts professionnels par ses points de vue caustiques sur l'action des États-Unis dans les pays du tiers-monde. Puis brusquement, il a abandonné sa carrière. Ses anciens collègues l'ont retrouvé quelques années plus tard, s'occupant d'investissements en bourse, et ont fait un papier sur lui. Depuis, plus aucune information n'a filtré. Mais dans tes listings d'administration de société, on le retrouve à toutes les pages. À croire qu'au cours de sa carrière journalistique, on l'a payé très cher pour qu'il se taise. Quel panier de crabes! À côté d'eux, Macpherson fait figure d'aristocrate. Fais-moi un résumé écrit pour chacun. Leur position, les sociétés qu'ils contrôlent et leurs propriétés privées dans la mesure du possible. 1 heure plus tard, 7 fiches bien nettes, incluant Macpherson, résumaient la vie officielle des membres présumés de Groupe 7. Une 8e fiche faisait partie du dossier, celle de Thomas Macpherson, qui, d'après Leaks, assistait aux réunions depuis 2 ans en tant que dauphin et futur remplaçant de Donovan. Avertissement au lecteur. Les éminents membres de Groupe 7 étant toujours en activité à l'heure où ces pages sont sous presse, les vrais noms de ces 7 personnes ne seront pas divulgués. Il ne sera fait référence qu'à des noms d'emprunt. De même, donner le nom de leur principale société serait les exposer au grand jour et porter atteinte à leur vie privée. Nous nous en abstiendrons donc, car les droits des délinquants sont toujours très bien protégés. Ta liste se tient. Je suis intervenu de nombreuses fois en faveur de ces sociétés. Les liens de parenté sont élastiques en effet, bien qu'existants. Les fortunes de Macpherson et de son fils réunis dépassent sensiblement celles des autres. C'est ce qui doit donner sa légitimité, façon de parler, à Donovan. J'espère que je ne me suis pas fait pincer chez l'opérateur téléphonique. Je suis passé par les services de renseignement russes, mais tout de même, c'était un risque à prendre. Nous n'avions pas d'autre moyen. De toute façon, c'est eux qui ont commencé, du moins lui. Tu me vois ravi de te savoir content et sans inquiétude. Quant à moi, je vais me coucher. Attends, d'abord engage le processus de sauvegarde de nos banques de données vers notre serveur de sécurité de Cossol. Mieux vaut être prêt à tout. Ils sont capables de nous gratifier d'un virus. Un bug? Singea Agnès, outrée à la seule idée que Leaks imagine que son système puisse être pénétré. Cossol, niché dans la montagne au-dessus de Grasse, présentait l'avantage d'être situé sur un plateau servant de zone d'entraînement militaire. De plus, le CERGA, Observatoire d'astrométrie et de mécanique céleste, y était implanté. Grâce à cette double présence, la zone était mieux équipée que le reste de l'arrière-pays en centraux téléphoniques à haut débit informatique. Et même aux yeux des pros, les transmissions de données numérisées passaient inaperçues dans cet environnement. Leaks sortit avec ses 7 fiches bien ordonnées dans leur classeur pour admirer les derniers rayons de soleil. Modeste dans son triomphe, il se dit qu'à eux deux, rien ne pouvait résister dans le domaine de l'information classifiée. Il passa un long moment, fasciné par ces fiches précises, fruit d'un travail acharné de plusieurs années, avec, pour couronner le tout, 24 heures non-stop d'un brainstorming démentiel. Il fallait qu'il réfléchisse calmement à ce qu'il voulait en faire, car de toutes les informations dangereuses qu'il avait manipulées dans sa vie depuis tant d'années, celles-ci étaient de loin les plus risquées pour lui et ses proches. Mais il était de plus en plus décidé à ce que Groupe 7 reprenne en main Macpherson avant que celui-ci ne se livre à des agissements irrémédiables contre lui. Il connaissait la mentalité du chairman. S'il se méfiait de lui, comme en attestait cette minable opération d'espionnage, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le détromper et regagner sa confiance. Le pire était qu'il n'avait d'ailleurs rien fait pour la perdre. Seul son foutu caractère de despote vieillissant lui avait dicté cette conduite inqualifiable. Leaks ne se laisserait certainement pas faire. « Fuck the chairman, qu'il aille se faire foutre !» se surprit-il à murmurer, imitant en cela son mentor.